L'INSEE vient tout juste il y a quelques instants de publier les chiffres du déficit 2025, 5,1%, c'est mieux que les 5,4% attendus. C'est évidemment une bonne nouvelle, les efforts collectifs commencent à payer. Donc maintenant, on en est là. Le gouvernement serre la dépense, demande des efforts, et quand le déficit passe de 5,4 à 5,1, il appelle ça une bonne nouvelle. Sérieusement, ce qu'il célèbre, ce n'est pas une amélioration de la vie des gens. Ce n'est pas un service public qui respire mieux. Ce n'est pas un quotidien qui devient plus supportable. Non, ce qu'il célèbre, c'est la capacité du pays à encaisser. On coupe, on tend, on recule. Et derrière, on te vend ça comme une victoire collective. Voilà le vrai sujet. Pas seulement le chiffre, le cadrage. Le cadrage est grotesque, oui. Mais ton angle est trop confortable. Le vrai problème, Rosa, c'est pas qu'on parle du 5-1 comme d'une bonne nouvelle. C'est qu'on ose encore parler d'un déficit pareil sans honte. Un État normal ne devrait pas se féliciter d'être un peu moins irresponsable que prévu. Il devrait arrêter de vivre à crédit. Mais toi, dès qu'on parle solvabilité, tu enfiles aussitôt le costume des gens qui souffrent. Comme si les comptes publics étaient juste une invention sadique destinée à humilier le peuple. C'est pratique, et surtout, ça t'évite de compter. Le mot important, ce n'est pas souffre, c'est collectif. Parce que c'est là que le mensonge commence. Collectif, ça voudrait dire partagé. Or, il ne l'est pas. Ce ne sont pas les Français dans leur ensemble qui absorbent l'ajustement. Ce sont certains ménages, certains usagers, certains services, toujours plus exposés que d'autres, qui prennent la contrainte de plein fouet, pendant que le gouvernement récupère la communication du résultat. Donc non, ce n'est pas une formule maladroite. Ce n'est pas une opération politique, c'est du marketing. On nationalise le mérite, mais on privatise la douleur. On privatise la douleur. Oui, c'est très exactement ça. C'est très Rosa. Ça sonne bien, ça accuse fort, et ça dispense de répondre. Parce que ta douleur, elle a toujours un financeur invisible. La dette, elle est bel et bien collective. Et elle ne disparaît pas parce que tu trouves le mot indécent. Qui paye? Jusqu'à quand? Avec quel argent? Un déficit, c'est ni un ressenti, ni un climat social. C'est de la dépense financée à crédit. Et le crédit public, contrairement au compte pour enfants, finit toujours par retomber sur les mêmes. Les actifs, les contribuables, les générations suivantes. Tu rends visible la gêne immédiate. Mais là, tu maquilles l'ardoise. Je ne maquille rien. Je dis que le pouvoir triche sur la signification du chiffre. Là, on n'entend pas. On reste à un niveau très élevé. La situation reste mauvaise. Il faut regarder honnêtement ce qu'on finance. Non, on entend presque. Voyez, ça marche. Les efforts commencent à payer. Et c'est ça qui est obscène. On est encore massivement dans le rouge, mais l'exécutif réussit quand même à transformer un mini-écart comptable en preuve de sérieux. En gros, on va un peu moins mal que prévu, donc remerciez la discipline. Il y a une indécence politique à transformer un soulagement technique en victoire morale. Là-dessus, je te rejoins presque. Tu trouves ça pénible? Cool. Enfin bref, oui, l'autocélébration est ridicule. Mais pas parce qu'elle serait trop dure socialement, parce qu'elle révèle à quel point on a abaissé la norme. En France, faire seulement 5,1% de déficit devient une performance. Magnifique! Encore un petit effort, et on appellera une noyade un exploit nautique. Le vrai mépris social, c'est pas de ralentir un peu la dépense, c'est de faire croire aux gens qu'on peut vivre indéfiniment à crédit, et feindre la surprise quand le réel présente l'addition. Ton réel, justement, il tombe toujours sur les mêmes vies. Tenir la dépense. Ça veut dire quoi pour les gens? Payer plus pour avoir moins? Attendre plus longtemps? Renoncer plus vite? Voir les services se tendre et les sécurités disparaître? Et pendant ce temps-là, sur un plateau télé, on t'explique que l'État a été sérieux? Voilà ce que j'attaque. Pas la contrainte en apesanteur. La manière dont le pouvoir transforme une dégradation vécue en médaille de bonne gestion. Il ne dit pas « ça fait mal, mais voilà pourquoi ». Il dit « c'est une bonne nouvelle ». C'est ça la violence du cadrage. Et encore une formule vide pour éviter la violence des comptes dans le rouge. Non, Rosa, cette brutalité ne tombe pas du ciel au matin de l'interview. Elle vient de décennies de fuites, de promesses à découvert, de protections vendues sans financement clair. Et le jour où il faut freiner un peu, la gauche découvre soudain la rudesse du réel. C'est presque attendrissant. Mais le mensonge n'a pas commencé sur ce plateau. Il a commencé au moment où l'État a vendu l'idée qu'il pouvait tout amortir, tout protéger, tout financer, sans limite ni coût politique. Après ça, évidemment, la facture passe pour une agression. Justement, ce pouvoir ne se contente même plus de gérer mal. Il fabrique une morale. Il est en train de dire aux gens, si vous êtes responsable, vous devez comprendre qu'il faut serrer, reculer, encaisser. En gros, souffrir sans bruit devient une preuve de maturité civique. Voilà leur récit. Transformer l'endurance sociale en vertu collective. Et venir récupérer cette docilité comme un succès. Donc non, le scandale n'est pas seulement 5-1 au lieu de 5-4. Le scandale, c'est un pouvoir qui se félicite d'aller un peu moins mal, et qui appelle ça une victoire commune. Il ne célèbre pas une amélioration, il célèbre l'obéissance à la douleur.